Badiou aspire à la position de maîtrise. Et, il me semble que pour plusieurs raisons, c'est une imposture totale, pour des raisons d'époque, pour des raisons de sa propre faiblesse, de ses propres failles, quelque chose de l'ordre d'imposture. Mais je dirais que ici, la perversion est aussi, je dirais, un des traits typiques du maître en tant qu'il est imposteur. Hein. Et il y a toute une dimension de maîtrise que je dirais presque, enfin je sais pas, de maîtrise du maître obscur, hein, du maître obscur qui est absolument troublante. Et donc, enfin, voilà. Donc ce qui est amusant, c'est, puisqu'on était au fond à la question du il n'y a ni juif ni grec, et qu'au fond, il y a ni juif ni grec qui dans l'esprit de saint Paul pourrait avoir une dimension au fond d'arrachement, je ne sais pas moi, une dimension qu'il faut interpréter par définition. Voilà. Une parole qui a son poids de temps, et voilà, lui il interprète dans ce sens exclusivement bas de gamme. Voilà, qui est chez Paul lié à la communion, qui est lié à une chose très très forte, et lui revient, je crois. Et qui est indissociable chez Paul de sa conversion à lui-même. Totalement, mais qui est un mouvement d'arrachement énorme, et qui est intéressant. Mais bon, chez Badiou, ça devient quelque chose de très plat. Mais en même temps, il me semble, ce qui est aussi frappant chez Badiou, c'est qu'il a un côté Monsieur Prudhomme, et il a un côté maître obscur, ésotérique en quelque sorte. Il y a un double aspect, au fond, une sorte de bonhomie comme cela, d'une égalité gentille et qui réunirait tout le monde. Hein. Si tous les copains du monde pouvaient donner la main, tout irait mieux, il y a ça. Et puis en même temps, une dimension obscure, méphitique, caverneuse, qui est aussi là, qui est autour de l'égalité justement. Par exemple, qui apparaît très bien dans un des textes de son recueil, qui est un extrait d'un roman de lui, qui est, d'un point de vue littéraire, même philosophique, absolument grotesque, mais où il décrit un dialogue entre un arabe qui dit être somnolent et un juif qui est un mathématicien absolument brillant et qui sera en train d'expliquer, de faire une leçon, de donner une leçon de maîtrise à cet arabe qui est de manière manifeste son inférieur, pour lui expliquer ce que c'est qu'être un grand juif. Alors, et on sent que le juif mathématicien universaliste, c'est évidemment une sorte de figure de Badiou lui-même. Ce qui est marrant, c'est qu'il va droit à un cliché raciste, l'arabe est somnolent, et l'arabe pose des questions un petit peu naïves au juif qui est supérieurement intelligent et supérieurement cultivé. Je crois que c'est un bon moyen de reprendre la question sur un autre chemin, en effet, c'est qu'il y a à côté du fait que le non-juif doit être effacé parce que médiocrement communautaire ou parce que atrocement nazi, il y a une tierce position qui est celle d'un salut donné aux non-juifs pourvu que Badiou puisse s'emparer du nom. Bien sûr. Voilà. Donc c'est les quintuplés donc, de Spinoza à Freud, dont le sixième élément serait Badiou, qui viendrait hériter de leur rapport à l'universel, à la science, à la révolution, etc. Puisque Badiou fonctionne beaucoup sur des espèces d'échecs répétitifs qui sont... Alors voilà, c'est avec un manque d'interrogation parfois sur des questions, autant il est sévère à l'égard par exemple du conflit israélo-palestinien, d'une sévérité qui est parfaitement délirante et qui frôle la haine la plus pure, comme c'est militaire, autant lorsqu'il parle de la révolution maoïste ou même de la révolution de 1793, c'est sous la forme la plus... comment dire, la plus puérilement et la plus naïvement institutrice, quoi. C'est-à-dire on a l'impression d'être au 19e siècle et qu'on est en train de faire l'éloge de la terreur sans la moindre critique, sans le moindre décalage. Donc il est d'ailleurs un petit peu passionné et fasciné par la terreur maoïste. Il est un des rares anciens maoïstes à continuer de se réclamer de maoïste. Ça c'est une chose importante, effectivement. Et à revendiquer son admiration pour un énorme criminel de masse de l'histoire du XXe siècle. Des plus grands criminels de masse, Mao, on peut après pas le maoïsme, le rapport à la Chine, mais là, ça c'est une... C'est très troublant. C'est intéressant, parce que tout ça est mis en rapport à l'intérieur même de ce livre. Il parle de son voilà, moi c'est ça que je n'ai pas du tout un procès de Badiou, c'est aussi en fait une exégèse, c'est essayer de décrypter un livre comme ça, il y a tout. Tout est dans le livre, hein. Je ne suis pas allé chercher ailleurs finalement des choses, des éléments d'un procès. Bon. Non, vous avez raison, tout est dans le livre. Et c'est quand même troublant, quelqu'un qui en effet se revendique alors ce qu'il appelle ça, de la fidélité à l'événement, et il conçoit qu'il y a des traîtres. Alors, bien sûr, il y a des traîtres qui ont trahi, tous ceux les renégats, qui ont renié l'aventure maoïste, et lui qui donc est fidèle à cela, et qui se soutient donc d'une fidélité pour précisément aussi imposer en quelque sorte sa maîtrise. Et il y a quelque chose de très troublant là-dessus parce que, bon, bien sûr, alors là encore une fois, de même que Badiou n'interrogeait pas la réalité du mythe d'un crime israélien, d'un crime d'Israël, Badiou n'interroge pas non plus
Le crime, par contre, le crime, bah oui c'était les centaines de millions de morts, enfin c'est pas n'importe quoi, c'est pas du tout... Hein. Et quelque chose qui était systématique aussi, qui a eu des moments très précis d'intensité extrêmement forte. Qu'on pouvait encore prétendre ne pas connaître, ne pas savoir dans les années 70 quand on était maoïste. Absolument, tout à fait. En preuve d'une certaine mauvaise foi, on n'a plus prétendre à l'époque où ce livre ne pas savoir. C'est là où on va parler un peu aussi du maître obscur, c'est-à-dire qu'à un moment je compare justement Badiou à Maurras, parce que je pense qu'on compare à un fait qui m'a toujours frappé, c'est après que tout le monde, que tout l'univers a su que Dreyfus était innocent, bien Maurras maintient, non, il est coupable. Hein. Et c'est une stratégie politique extraordinaire de Maurras, que je trouve très intéressante. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur Maurras. Enfin, je sais pas, j'aimerais bien qu'un historien un jour nous dise en quoi Maurras est le penseur central du XXe siècle pour la France. Je vais vous dire, c'est intéressant avec la seconde partie de votre livre, mais on y viendra dans l'ordre tout à l'heure, sur Deleuze et sur plusieurs philosophes français en effet, qui se sont mis à délirer et à perdre tout équilibre rationnel et intellectuel dès qu'il s'agissait de parler du mot juif. Comme si le maurassisme rejaillissait en eux intact. Alors, on savait que le maurassisme a influencé toute une génération immense, intellectuelle, mais du siècle précédent, mais du début du siècle seulement. Et aussi, tu sais, avec le maurassien, Lacan a été acteur de Maurras à 20 ans, enfin, tous. Donc, mais Lacan y a échappé de manière, et de quelle manière, justement. En tout cas, ce qui m'a fait frapper, c'est au fond, on pouvait comparer à peut-être cette manière qu'a eu Maurras de dire, au fond, voilà, ma maîtrise, je veux la voir du fait de ne pas reculer. C'est justement en affichant mon erreur, et en affichant envers contre tout, jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'irrationnel, jusqu'au monstrueux, que je vais précisément avoir cet assujettissement le plus total de mes disciples. Hein. Et c'est quand le maître mot... Je me souviens bien une phrase extraordinaire de Maurras lorsqu'il était expulsé de l'église, il a dit c'est la revanche de Dreyfus, c'est ça? Oui, c'est ça. Lorsqu'il est son professeur d'excommunication. C'est extraordinaire. C'est une phrase extraordinaire. Alors le livre le plus intéressant là-dessus, c'est le livre de Boutan. Oui, ce qui est un livre mauvais parce que beaucoup très très long, plein de parenthèses, de digressions, etc. Mais qui est passionnant parce que quand même, assez en même temps Boutan est assez intelligent et donc il décrit le maurassisme, je dirais, avec des concepts qui nous sont assez proches, enfin une pensée qui nous est pas complètement anachronique par rapport à nous. Et vraiment, cette phrase de Maurras est fascinante. Comme aujourd'hui, si vous voulez, Badiou, voilà. Il y a la phrase même du ressentiment au sens nietzschéen. Alors, il y a beaucoup de ressentiment chez Badiou. En cela, effectivement, Badiou est un maître obscur. C'est un maître obscur au sens où, par exemple, son maoïsme relève pour moi d'une maîtrise qui est celle du maître obscur. C'est-à-dire qui en effet repose sur une sorte de secret, de meurtre qu'il défend obscurément, sur lequel il goût du sang, on dirait, sur lequel il s'explique jamais, et surtout grâce auquel il peut obtenir en effet la servilité totale. Parce que, admettons que je suis un maître qui me ment. Si j'accepte de le suivre, ça veut dire que je suis totalement dévoué à ce maître. Totalement dévoué à ce maître. Ça veut dire que je suis prêt, en effet, moi-même, à être dans le mensonge, moi-même, à être dans l'obscurité pour pouvoir le suivre. Et donc, il n'y a pas de meilleur maître, il n'y a pas de maître plus fort que le maître qui ment et qui assume de mentir, et qui, grâce à ce mensonge, obtient donc de ses disciples un total assujettissement. Et donc, en ce sens, en effet, c'est une chose très importante que vous soulignez, cela, ce maoïsme qui n'est pas du tout anecdotique et qui ne relève pas, si on peut dire, de la radicalité. Parce que des gens, il y a les radicaux de l'extrême gauche, mais je ne gêne pas forcément, des gens comme Tony Negri, etc. C'est des gens, bon, je ne suis pas d'accord avec eux, mais ils n'ont rien de cette dimension-là perverse. Ils évoluent, bon, ils sont dans une sorte de gauchisme, etc. Très bien, mais ils ne sont pas dans cette espèce d'obscurité profonde qui est celle de Badiou.